Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 23 mai 2023 et c'est l'épisode 323. Beaucoup de 23 encore une fois dans cette intro. La conférence de lancement pour l'événement annuel de Microsoft, conférence destinée aux développeurs à la base, Build, a lieu ce jour. Ça va se dérouler, il va y avoir des conférences encore pendant 2 jours. On va parler un peu de cette conférence de lancement dans cet épisode. On va parler aussi un peu de l'amende record pour Meta avec ses manquements au RGPD, les résultats douloureux d'Amazon pour ce premier trimestre 2023 et quelques sujets légaux comme la digitalisation des cartes d'identité, du permis de conduire en France, ou même encore de la polarisation de la tech qui continue dans le monde avec le bannissement de TikTok dans le Montana et le bannissement de Micron, et non pas Macron, Micron, un fondeur américain en Chine. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et la voix que vous avez entendue sourire à ma blagounette de mauvais goût, c'est Cassim Ketfi, journaliste tech chez Frandroid. Salut Cassim, comment vas-tu ? Ça va très bien, la forme, je suis en pleine forme, je n'ai jamais été aussi en pleine forme pour un enregistrement de podcast que maintenant. C'est incroyable. C'est tellement pas vrai. Si, je te sens en forme, ça c'est vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on disait juste avant d'appuyer sur l'enregistrement que t'étais dans un rythme un petit peu soutenu, et c'est cool, on va en profiter pour capitaliser sur l'énergie positive que tu mets sur tous tes sujets et toute ton activité pour aujourd'hui et en ce moment, mais on va se faire aussi ça à la cool, c'est aussi ça le secret des podcasts quelque part, c'est d'être sérieux et d'être cool en même temps. Merci beaucoup en tout cas Cassim d'avoir accepté l'invitation. En fait je t'avais invité, mais tu m'as dit, je pense qu'on peut le dire à nos auditeurs, ok, mais je veux pas être présent en même temps que Guillaume Poggiaspala, il me fait de l'ombre, je le supporte plus, et je viens uniquement s'il est pas là. Moi je suis un peu une diva maintenant. Cassim à Guillaume. Oui, c'est vrai, t'as tes exigences, mais c'est de bonne aloi. On fait quand même un clin d'œil à Guillaume Poggiaspala et on fait un clin d'œil aussi à Benjamin, Daniel et Florian qui font partie de ceux qui ont accepté de rejoindre la plateforme Patreon, patreon.com/techcafé. Oui, Tech Café, c'est un podcast qui reste gratuit, mais vous pouvez contribuer financièrement avec des participations récurrentes grâce à un abonnement, patreon.com/techcafé. Alors, si vous trouvez que le podcast vous informe et vous divertit, vous permet de faire une veille sur les nouvelles technologiques, une veille même de qualité, si vous estimez, parce que vous écoutez Tech Café, que vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde de la tech, et en particulier au hasard, je tire un sujet vraiment au hasard, celui de l'intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas victime de discussions de comptoir du style « Ouais, t'as entendu ce qu'on dit sur l'IA, il paraît qu'il y a une nouvelle intelligence artificielle qui va remplacer les humains et toute l'humanité », je ne peux que vous inviter à évaluer un soutien en vous créant un compte sur patreon.com/techcafé, et puis en échange, vous bénéficiez du flux privé du podcast sans la pub. Et puis d'ailleurs, je souligne aussi, parce que c'est pas toujours quelque chose qui est bien clair, même si ça paraît évident quand on y réfléchit, que cet abonnement, il est sans engagement, donc vous pouvez l'annuler à tout moment. Et d'ailleurs, en acceptant de soutenir Tech Café sur Patreon, vous allez peut-être remplacer des personnes qui ont souhaité mettre fin à leur participation. Je vous invite aussi à aller déposer un avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Il y a par exemple Super Merguez 66 qui a déposé un avis sur Apple Podcast. Je cite: indispensable pour comprendre le monde dans lequel on vit. J'ai découvert ce podcast en écoutant un autre podcast tech, le Rendez-vous Tech, dans lequel Guillaume est parfois invité. Alors, hasard du calendrier, j'ai vraiment pas choisi cet avis, mais effectivement, j'étais ce midi encore invité dans le podcast de Patrick Béja, le Rendez-vous Tech, et il dit, Super Merguez 66, même si les deux parlent de technologie au sens large, ce podcast est très différent dans sa structure, les deux sont complémentaires. J'adore l'angle d'attaque des sujets et la bonne humeur générale, mais surtout, on y apprend des choses. Les sujets sont remarquablement traités en profondeur, c'est parfois ultra technique, mais tant mieux. Marre du nivellement par le bas généralisé et les dépêches AFP balancées sans analyse. Et immense félicitations à Monsieur Poggiaspala pour ses analyses, sa diction, son humour et sa maîtrise des sujets. Je vous adore. Et précise-t-il, alors ça c'est un petit message perso, mais je le souligne quand même, peut-être que ça donnera des idées. Il nous dit: je vous adore et si vous venez un jour dans les Pyrénées-Orientales, la mer, la montagne, le soleil, je vous invite au resto avec grand plaisir. On sait recevoir ici. Bonne continuation. Merci beaucoup. Écoute, je pense qu'on va peut-être venir en vacances, Guillaume et moi, dans les Pyrénées-Orientales, et puis on te sollicitera, Super Merguez 66. Vous pouvez commenter également les épisodes sur techcafé.fr et sur le serveur Discord, techcafé.fr/.
Discord. Allez, sans autre forme de procès, on va donc parler très concrètement de NewsTech avec cette conférence de la Build qui lance un petit peu les différentes prises de parole autour des développeurs de la part de Microsoft. Et vous n'allez pas être surpris, il y avait la Google I.O. qui parlait d'intelligence artificielle il y a cela quelques jours encore, on en a parlé dans un épisode, mais forcément ils ont parlé aussi, Microsoft, d'intelligence artificielle. Alors, il y a quelques petites choses qu'on peut souligner, on va essayer de tout condenser. Et puis tu me diras, Cassim, s'il y a des choses qui retiennent ton attention, sur lesquelles tu veux revenir, me corriger ou au contraire souligner des aspects sur lesquels je serais passé un petit peu vite. Mais donc effectivement, il y a de l'intelligence artificielle à tout va, notamment l'arrivée de... alors les noms pour moi sont pas hyper intelligibles chez Microsoft, mais bon, Microsoft 365 Copilot dans Edge, qui est le navigateur de Windows 11 évidemment. Donc il est intégré nativement avec toutes les fonctionnalités qu'on peut en attendre et les plugins que vous avez vu aussi arriver dans ChatGPT, ils arrivent aussi dans Microsoft 365 Copilot parce qu'en gros ces plugins sont hyper compatibles. C'est quand vous pouvez les installer quand vous pouvez les actionner pour ChatGPT, vous pouvez les activer aussi dans Microsoft 365 Copilot. Donc ça c'est cool, on voit que l'outil se met à disposition au plus près des utilisateurs. Pendant qu'on parle de Edge, il y a aussi Edge Workspaces qui a été annoncé et qui avait déjà été un petit peu présenté, mais c'est les mêmes fonctionnalités pour les fans Apple de partage de groupes d'onglets de Safari par exemple. Donc l'idée c'est quand on organise un projet à plusieurs dans la famille, on peut se connecter en gros de manière synchronisée sur des onglets et travailler ensemble dans des espaces de navigateur. Je suis toujours un petit peu dubitatif de ces fonctions en fait, que ce soit dans le monde pro ou dans le monde perso. Je suis pas certain que ce soit très très utilisé, mais je me trompe peut-être. Windows Copilot, parce que c'est comme ça qu'on doit le présenter, arrive aussi dans Windows 11. Donc même si vous lancez pas le navigateur Edge, vous avez malgré tout l'assistant d'intelligence artificielle. Microsoft se veut, je cite, Windows plutôt se veut être, je cite, la première plateforme PC à fournir une assistance intelligence artificielle centralisée aux clients et donc va proposer aussi un petit espace en fait à la fois d'apprentissage et une espèce d'espace de hub pour l'intelligence artificielle. Donc c'est le Microsoft Store qui va intégrer ces éléments-là. En gros, il faut s'imaginer qu'au même titre qu'on avait un App Store, on va avoir en gros une mise en avant de l'intelligence artificielle dans le store très nativement. Et puis c'est en gros les annonces qu'on peut retenir et qu'on peut souligner, qui sont vite résumées dans tous les articles qu'on voit passer dans un environnement tech. En gros, de plus en plus de cet assistant à la ChatGPT un petit peu partout, qui se branche avec des extensions et qui peut aussi activer d'ailleurs des fonctions de Windows 11. La démonstration visait à montrer une instruction d'un utilisateur qui dit comment est-ce que je peux mieux me concentrer sur mon ordinateur Windows, et l'assistant lui dit tu peux par exemple activer le mode sombre, etc. Et puis il y a les boutons juste dans la foulée qui dit veux-tu que je les active pour toi tout de suite. Bon, finalement, tout cela est assez à la fois intéressant, novateur, mais en même temps, j'ai l'impression un petit peu convenu quand on regarde un petit peu l'air du temps. Cassim, est-ce que tu es très surpris par ces présentations ? Est-ce que tu es déçu, enthousiaste, ça te laisse de marbre ? C'est quoi ton sentiment sur tout ça ? Alors surpris, non, on sentait vraiment que là, ça allait être la confrontation entre la Google I.O. et la Microsoft Build autour de l'IA. C'est vrai que Google I.O. est arrivé en premier, mais on se souvient que Google est un peu en train de faire une course pour essayer de rattraper Microsoft, qui les a un peu pris de court en misant à fond sur l'IA dès la fin de l'année dernière, en fait, avec leur partenariat avec OpenAI. Alors on peut arguer du fait que Microsoft se repose sur un partenaire alors que Google essaie de tout faire en interne, mais de fait, en tout cas, Microsoft a réussi à prendre de court son concurrent frontal et à même mettre, on peut le dire, en danger Google, même si en termes de part de marché, on en est loin. En tout cas, chez Google, je peux te dire que eux, ils ont bien senti le danger arriver et qu'il fallait réagir, quoi. En quelques mois, d'ailleurs. En quelques mois, évidemment, parce que peut-être un peu plus. C'est le risque. Enfin, je pense que chez Google, ils savent très bien. Ils ont très bien vu des entreprises justement se faire remplacer et attaquer par des petites startups ou des trucs très novateurs qui sont arrivés d'un coup,
ou même pas forcément par des startups, mais par exemple Apple avec l'iPhone versus des vieux de la vieille comme Nokia. On connaît tous l'histoire, voilà, d'un nouvel entrant sur le marché qui en quelques mois, quelques années peut réussir à retourner la table, quoi. Si le produit est suffisamment novateur, et on sent bien depuis la fin de l'année dernière avec ChatGPT que là il y a vraiment quelque chose de très fort pour le grand public. En fait, moi c'est ça qui me frappe le plus, c'est le fait que l'IA en quelques mois ait réussi à pénétrer même dans les couches du grand public, très loin des nerds et des geeks, et que moi je faisais la remarque, j'en parlais aussi sur Frandroid, le fait que la patronne de la CGT avait dans un tweet, elle évoquait à un moment ou dans une interview, je ne sais plus, elle avait évoqué ChatGPT là il y a quelques semaines, alors que le produit date de novembre. Et tu vois, la patronne de la CGT, c'est pas la plus grande des nerds, et c'est pas, et enfin surtout quand elle parle de ChatGPT, elle s'adresse quand même au grand public, elle s'adresse pas à un public techos, quoi. Donc le fait, en fait, le mot est déjà un mot commun. Voilà, ChatGPT c'est déjà devenu quelque chose de commun dans le langage pour beaucoup de monde en fait, bien au-delà de la tech. Ça devient même une blague au restaurant d'entreprise, quoi, ou au resto en famille. Exactement. On va faire ça à ChatGPT. Donc c'est quand même très fort. On parle quand même encore une fois d'un produit qui a à peine 7 ou 8 mois, et ça, je pense que c'est inédit dans l'histoire de la tech qu'un produit aussi vite devienne aussi large en termes de public. Du coup, l'intégration par Microsoft, je la trouve assez maligne. Et moi, j'ai été un peu étonné. En fait, cette build m'a fait réaliser que Microsoft allait plus vite que ce que j'attendais, par exemple, notamment sur l'intégration à Windows 11 avec Windows Copilot. Moi, je m'attendais à ce que ce soit le fer de lance de Windows 12 qui est prévu pour 2024. Et en fait, c'est vrai que maintenant qu'on est devant le fait accompli, je me dis que mais j'étais un ouf. Fin 2024, c'est beaucoup trop tard pour intégrer l'IA à Windows. Tu mets pas 2 ans. Enfin, tu rates le marché si tu mets 2 ans à intégrer ça. Donc c'est parfaitement logique qu'ils le fassent dès maintenant. Ça arrive en preview là en juin et ça sortira plutôt à la fin de l'année pour le grand public. Mais en tout cas, ils vont assez vite dans l'intégration. Et c'est tout à fait logique en fait. Le train il est en route et il faut le prendre maintenant. Et ce que je trouve assez fort, c'est t'as évoqué les plugins. En fait, c'est carrément que ce soit les mêmes, enfin que c'est interopérable avec les plugins de ChatGPT. Ce qui fait qu'en termes d'écosystème, si tu es un développeur et que tu souhaites créer ton plugin, je pense que tu as tout intérêt à d'abord le faire pour Bing plus ChatGPT, qui est déjà un vrai vivier d'utilisateurs. Oui. Et après, éventuellement pour Bard, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu pris l'avantage en tout cas sur la discussion avec les développeurs. Pour le moment, même si évidemment Google, quand ils vont déployer Bard de façon plus large et leur IA de façon plus large, Google a l'avantage des parts de marché. S'ils se dépêchent assez, ils peuvent endiguer le problème. Mais là, c'est une course contre la montre entre les deux, quoi. On va continuer à parler d'intelligence artificielle, de ChatGPT, etc. Un petit peu plus loin dans l'épisode. On va faire une petite pause qui va nous permettre de prendre notre respiration et on aura l'occasion de parler des petites nouveautés. Quand même, une petite réflexion. Je me demandais, parce que j'ai évidemment cette conférence, la build et ces annonces, en fait en parallèle de deux choses. Je l'ai mis en parallèle dans mon esprit du rachat qui a un petit peu de plomb dans l'aile, même si rien n'est terminé, de Blizzard Activision King par Microsoft, qui était un gros rachat dans le monde de la tech, évidemment dans le monde du jeu vidéo, mais quelque part aussi dans le monde de la tech. Et la question qui sous-tendait, c'était pourquoi est-ce que finalement Microsoft se retrouve de manière assez exceptionnelle à mes yeux. J'ai pas l'impression qu'il y ait autant de parallèles que ça dans l'histoire de Microsoft, mais autant à présenter des choses en collaboration avec une boîte, alors dans laquelle ils ont investi, hein, mais qu'ils n'ont pas racheté. Tu vois, ils ont pas décidé ces derniers mois, allez, je lance le carnet de chèques que j'avais prévu de sortir pour Blizzard Activision King, que j'ai provisionné des choses, et ben je vais aller aussi plus loin pour racheter OpenAI. Et j'arrive même à me dire, avec le timing, il y a de ça quelques mois, maintenant c'est trop tard, il y a de ça quelques mois, ils auraient racheté OpenAI. Je suis pas sûr que les régulateurs auraient autant scruté ce rachat que pour Blizzard Activision King. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est beaucoup d'annonces conjointes. Là encore, hein, il y a beaucoup de choses qui sont faites main dans la main. Il y a l'intégration de Bing dans ChatGPT. Bref, c'est quand même des annonces conjointes et je me dis qu'ils ont pas racheté cette boîte-là. Et l'autre réflexion que je me faisais, et pareil, je te laisserai réagir sur mes deux réflexions si tu le souhaites, mais c'est l'annonce en parallèle qui est tombée
de Final Cut Pro et Logic Pro, donc des applicatifs de montage vidéo et musique professionnels du côté d'Apple qui arrivent sur iPad. Alors les iPad M1 et les iPad même M1, M2 avec des grosses capacités de stockage parce qu'il y a beaucoup de restrictions à faire, qui sont finalement des simples évolutions. Il y a de ça quelques années, on aurait vu ces annonces de ces logiciels professionnels pour des produits comme l'iPad comme étant une info majeure. Et en fait, quand on la met en parallèle des annonces de la Build, c'est ridicule. Oui, tout à l'heure, on va relayer le fait que Apple se sert malgré tout d'intelligence artificielle générative pour des solutions d'accessibilité, mais à côté, quand on met ça en parallèle, ça paraît particulièrement ridicule et même quelque part ça me fait peur pour la WWDC, la conférence équivalente à la Google I.O. et la Build, mais pour Apple qui va avoir lieu début juin, parce que je me dis à côté, ça va peut-être faire un petit peu pchit. On espère évidemment qu'il y aura un casque qui va peut-être attirer les regards sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, parce qu'Apple proposerait ce produit. Mais en matière d'intelligence artificielle, je doute qu'Apple soit présent au rendez-vous. Ils ont l'air d'être assez timides. Je ne sais pas si mes réflexions sont complètement à côté de la plaque. Ou... alors tu me lances sur deux choses. Alors du coup, sur... je te laisse choisir, t'es pas obligé de retenir les deux. Si, parce que c'est intéressant. Mais alors rapidement sur le premier, c'est... je pense qu'effectivement, le rachat d'Activision Blizzard les bloque complètement dans leur possibilité d'investir dans d'autres boîtes, et je pense que ça doit les frustrer énormément eux de leur côté. Je pense d'ailleurs que s'ils n'avaient pas racheté Activision Blizzard, ils auraient voulu faire d'autres achats, et en tout cas il y a notamment d'autres achats aussi dans le jeu vidéo qu'ils ont dû laisser passer. Je pense à la branche occidentale de Square Enix. Et en fait clairement ils sont pieds et poings liés tant que ce rachat ne se conclut pas d'une façon ou d'une autre. Et ils continuent de se battre pour, mais du coup clairement ça les ralentit sur certains autres trucs. Et je pense effectivement que dans leur histoire il n'y a pas eu beaucoup de collaboration. Ironiquement en fait c'est dans le jeu vidéo où Microsoft avait déjà l'habitude de collaborer de façon assez étroite avec des boîtes qui ne leur appartenaient pas. Je pense à Playground Games qui faisait tous les jeux Forza, les jeux Forza Horizon qui jusqu'à 2018 ne leur appartenaient pas, alors qu'ils en étaient déjà au 4e épisode de Forza Horizon et que ce jeu ne sortait que dans l'environnement Microsoft. C'était déjà une exclusivité forte. Et ils avaient c'était déjà le seul partenaire de travail en fait Microsoft, mais la boîte ne leur appartenait pas. Mais je pense effectivement que dans le côté tech, en tout cas, j'ai pas souvenir d'un partenariat aussi fort avec une boîte aussi proche. Peut-être Nokia Lumia à l'époque, avant que Nokia se fasse racheter, quand ils ont signé le partenariat d'exclusivité justement pour forcer Nokia à faire des Windows Phone avant le rachat. On pourrait peut-être aller creuser là-dedans, mais globalement c'est une première. Et après, je pense aussi que ça tient au fait que OpenAI a pas envie de se vendre. Ça aussi, c'est un point récent de certaines startups qui refusent de se vendre. Je pense aussi à Discord qui ne veut pas être vendue et qui veut rester indépendante et qui veut encore grossir de son côté tant qu'elle peut. Il y en a d'autres comme ça. Ouais. On peut aussi citer Spotify qui est toujours indépendante, alors que c'est rare pour un géant. Pour un aussi gros service aussi populaire de à la fois tenir bon face aux géants et en même temps de rester indépendant, donc c'est assez fort, et peut-être que OpenAI a un peu cette ambition là aussi. Donc ça c'était pour le premier point. Et pour le deuxième point, c'est marrant parce que je pense pas du tout que la WWDC va faire un four ou quoi, mais je pense que Apple se concentre beaucoup plus sur du concret présent et du grand public, et que Apple a jamais été une marque qui va très loin, qui a une vision très longue. Enfin, ils ont des visions long terme, mais comment dire, Apple c'est pas la boîte de la recherche fondamentale, et c'est pas la boîte qui va te faire des plans sur 10 ans et te promettre un truc sur 10 ans. Ils vont attendre que l'IA, ça peut être des fois dangereux pour eux, mais ils vont attendre que l'IA devienne mature et que ce soit des spécialistes de l'IA qui s'en occupent. L'IA c'est pas leur métier à Apple. Et moi, je les vois bien sur ce domaine-là attendre peut-être 2 ou 3 ans, et attendre en fait de pouvoir en fait avoir un langage de modèle, un LLM, donc un modèle large de langage, c'est ça en français. Bref, un équivalent de GPT ou de Lambda, mais qui soit capable d'être tourné en local comme Stable Diffusion le fait pour la génération d'images. Quelque chose qui tournerait sur ton iPhone ou ton Mac et qui pourrait garantir toutes les questions de vie privée et de cohérence, etc. Et je les vois bien attendre assez longtemps pour faire ça, tout en attendant te proposer, de toute façon Bing et Google et compagnie, tu l'auras, mais sur ton iPhone. Et ne pas sauter sur ce wagon-là. Alors après, par contre, je suis assez d'accord avec toi que le fait de présenter un casque de réalité virtuelle ou de réalité mixte, ce que tu veux, en juin 2023, il y a quand même un petit air d'anachronisme ou de décalage temporel entre, plus personne ne parle du métavers pour le coup, plus personne ne parle de ce domaine-là, de la réalité augmentée, la réalité virtuelle. J'ai l'impression que ça ne fait pas rêver grand monde. Le PSVR 2 est pas du tout un succès.
Et même Meta se réoriente vers l'IA et t'as l'impression que Apple arrive là. On sait. Et en fait, soyons honnêtes, ce qui fait peur, c'est que quand on lit les rumeurs, quand on lit les textes, on a vraiment l'impression que eux-mêmes ne savent pas vraiment où ils vont avec ce projet, Bah oui. qu'il y a plein de problèmes en interne, que le produit a pas l'air du tout aussi séduisant que ce qu'on pourrait attendre, notamment la question de la batterie externe qui interroge. On verra bien ce que ça donnera. Puis cette idée de sortir un produit que pour les développeurs dans un premier temps, très cher et tout, ça fait pas très Apple, quoi. Donc il y a plein de questions qui se posent. On verra ce qu'ils présenteront. Cela étant dit, je tempérerai un peu. Là, je pense que c'est un peu le geek en nous qui parle. Ce qui va être surtout très concret à la WWDC, c'est la présentation de la nouvelle version de macOS ou d'iOS, et notamment sa capacité en Europe à s'ouvrir à d'autres App Store, à avoir des vraies nouveautés de ce genre-là, qui sont beaucoup plus concrètes que de la VR ou que de l'IA dans l'esprit des gens. Et ça, ce sera la WWDC aussi, et je pense que on ressortira de la conférence, on sera très content quand on est dans l'écosystème Apple, quoi. Oui, effectivement. Bon, écoute. Et puis Guillaume, soyons honnêtes. Je sais pas si tu l'as noté dans la news, je l'ai plus dans le conducteur, mais soyons honnêtes. Toi, ce que t'attends, c'est surtout de pouvoir acheter ton t-shirt Ted Lasso sur l'Apple Store, et puis c'est tout. Évidemment, tu as mis le doigt dessus. Alors, j'aime beaucoup Ted Lasso, cela dit. Bon, je sais pas si j'irai acheter un t-shirt Go Richmond, pour Apple, mais t'as raison. C'est vrai que t'as raison. En fait, on est toujours dans des attentes incroyables, et puis en même temps, on est toujours satisfait aussi d'usages qui sont finalement assez proches de nous, et on s'enthousiasme de choses qui peuvent paraître anecdotiques au-delà de la blague que tu peux amener là-dessus. Mais ok, très bien. On verra ce que ça donne de toute façon. Et effectivement, t'as raison. Il y a probablement le geek qui est en nous qui parle peut-être beaucoup. On va mettre donc une petite parenthèse derrière nos innovations d'intelligence artificielle. Ne vous inquiétez pas, on va les retrouver. Mais juste pour dire que tu parlais des boîtes qui refusent de se faire racheter. Eh ben, il y en a une qu'on a déjà citée à plusieurs reprises dans Ta Café, c'est Mastodon, qui propose, vous le savez, hein, le réseau social décentralisé avec un esprit Twitter, mais évidemment pas du tout centralisé, puisque c'est vraiment des instances qui font tourner Mastodon. Et Facebook, ou Meta plutôt, y verrait une opportunité. Alors ça, on l'avait un petit peu dit déjà, ça avait déjà fait l'objet de rumeurs, mais il y a eu des présentations d'un nouvel outil qui serait finalement plus porté par les équipes d'Instagram que celle de Facebook ou d'Oculus, feu Oculus, qui serait donc une alternative à Mastodon, qui s'appuierait d'ailleurs avec les mêmes sur les mêmes protocoles que Mastodon, donc quelque part qui pourrait être interopérable avec les autres réseaux sociaux qui utilisent ce protocole-là. Et donc, quelque part, ce serait un Instagram du texte, une version Twitterifiée ou mastodontifiée qui serait en train d'être présentée et qui pourrait sortir pas plus tard que cet été. Donc ça, c'est cool, c'est un bon mouvement à suivre. Et je disais... ce midi, dans l'épisode du Rendez-vous Tech, quand on mentionnait le sujet, que quelque part, quoi qu'on puisse en dire, Instagram reste un fer de lance de l'adhésion des communautés et du grand public. Et s'ils peuvent apporter... Si on m'avait dit que c'était Meta qui allait nous sauver d'Elon Musk, mon Dieu, quoi. Va savoir. Bon, en tout cas, ils ont un coup à jouer. Il faut pas qu'ils fassent n'importe quoi, mais je me dis qu'ils je te rejoins sur le côté. Je t'ai coupé au milieu, du coup, je vais compléter. Au contraire, dire que je te rejoins sur le côté de l'adhésion. On voit que la plateforme phare, quand t'es streamer sur Twitch, quand t'es, je sais pas, YouTuber, etc., la plateforme phare où tu fais revenir ta communauté en dehors de la plateforme principale qui est YouTube ou Twitch, etc., ça va être Instagram, ça va être poster les stories, exactement, etc. Et effectivement, si tu as une application bis ou un nouveau module dans Instagram qui fait office de Twitter-like, ça peut avoir un vrai intérêt. Et puis surtout, c'est une application. Alors là, ça sera pendant la forme d'une nouvelle application, donc faut voir un peu la tête que ça aurait. Mais si c'est comment dire, plutôt, en tout cas, c'est un compte que les gens ont déjà pour la plupart. Et donc, il y a un effort en termes de transfert d'habitude, etc., qui est beaucoup plus facile, je pense, que sur quelque chose comme Mastodon ou comme, j'ai oublié ce nom d'application que les gens s'arrachent en ce moment, qui est privé, qui est sur invitation seulement. Blue Sky, merci. Voilà. En fait, ça fait, bon, soyons clairs, c'est le 5e remplaçant de Twitter qu'on voit en l'espace de 6 mois. Chaque fois, ça ne prend pas parce qu'en fait, les gens doivent bouger toute leur communauté et reprendre leurs habitudes, etc. Et en fait, tu t'installes l'application et au bout de 3 minutes, tu retournes sur Twitter. Là, je pense effectivement qu'il y a plus de potentiel parce qu'il y a déjà la base d'utilisateurs qui est là. Donc le potentiel est réel. Après, le fait que ce soit sur une application dédiée me fait un peu peur. Je me rappelle de ce...
Est-ce que c'était bien Instagram qui avait lancé l'application de vidéo IGTV. Exactement. Ouais. Oui, bah voilà, Instagram TV et IGTV. Et bon, ça n'avait pas du tout pris parce que, notamment parce que c'était dans une application dédiée. Et je pense que ça n'avait pas vraiment marché, quoi. J'ai moins peur dans ce cas présent pour une interface à la Twitter parce qu'il y a ce besoin de cloisonner et il y a un vrai prétexte à installer une application et pas avoir les mêmes usages, contrairement à de la vidéo, de la photo qui sont probablement une expérience qui est beaucoup plus proche. Mais oui, oui. Non, pardon, vas-y, je te laisse terminer, mais j'ai une réflexion après de plus. La proposition d'Instagram, en tout cas, qui est de dire profitez des avantages d'un mastodon, mais faites-le en un clic sans avoir la partie onboarding, la partie inscription, qui est hyper pénible de choisir une instance. Tu sais pas pourquoi tu dois choisir une instance. Ça te contraint à certaines approches ou certaines utilisations du réseau. Tu retrouves ta photo de profil, tu retrouves ta bio, potentiellement tes followers. Franchement, si c'est du clé en main, moi je dis oui, en fait, finalement. Oui, par contre, ça m'évoque un autre truc, c'est que il y a Twitter aussi a une autre importance que je vois mal se calquer sur Instagram, mais bon, pourquoi pas. C'est le rapport à la politique. En fait, j'ai du mal à m'imaginer quelqu'un comme Bruno Le Maire annoncer une nouvelle loi du gouvernement sur Instagram. Tu vois, il y a un truc, il y a un truc. Twitter a ce côté très institutionnel. Historique en termes sur le rapport entre, en tout cas, pour tout ce qui est de la sphère des médias et de la politique. Instagram a moins cet aspect-là, même si, par exemple, pour les célébrités, les annonces se font effectivement sur Instagram souvent. Voilà, je pose cette réflexion-là. J'ai l'impression qu'il y a une question d'image aussi, peut-être qui risque de poser problème sur le remplacement. Après, je sais que le grand public, c'est pas forcément pour la politique qui vient sur Twitter, mais de fait, Twitter a aussi ce rôle-là. Donc c'est ça, et c'est pour ça aussi qu'on se bat pour, que la question de à qui appartient Twitter est si importante, c'est aussi pour son importance dans le monde politique et médiatique. Ouais, effectivement. Ouais, je pense que ça tiendra aussi beaucoup à la manière dont les gens utiliseront ces plateformes. Si jamais les gens utilisent massivement l'Instagram au Twitter dodon, je sais pas comment il s'appellera, probablement que les politiques se déporteront dessus. Et d'ailleurs, il y a quand même aussi pas mal de politiques. Il y a d'ailleurs Elisabeth Borne qui en a fait les frais puisqu'elle avait 49,3 000 followers pendant c'est vrai. les débats autour de la réforme. Ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est pas exactement la même communication que tu vas faire sur Instagram et Twitter. Tu vois, c'est pas aussi solennel. Ouais, Instagram, parce que t'as pas le texte. Ça va plutôt être les coulisses, mais à voir. Je suis d'accord, à voir. Au passage, pendant qu'on parle d'Instagram, c'est difficile de ne pas mentionner, parce que c'est un record, l'amende qui a ciblé Meta, qui a été annoncée. Une amende record de 1,2 milliard d'euros. C'est le régulateur irlandais qui cible Meta, qui, d'après les enquêtes qui ont été menées, enfreint les règles européennes sur la protection des données, le fameux RGPD. Et tu sais qu'une des caractéristiques fortes du RGPD, c'est de pouvoir être un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise, et donc là le montant est assez élevé, forcément. Encore une fois, c'est un record. Pour la petite anecdote, ça me fait rire justement parce qu'on parle d'Instagram, mais c'est le montant du rachat d'Instagram par Facebook à l'époque, il y a 10 ans, un peu plus d'un milliard d'euros. À euros constants, on va dire. Et voilà, c'est un coût qui est sévère porté vis-à-vis de Meta, même si d'un point de vue santé financière, d'une part, ça les met pas particulièrement en risque et il n'y a pas de raison de penser qu'ils pourraient quitter l'Europe pour ça. Et puis en plus, ils vont évidemment faire des pieds et des mains pour attendre les renégociations du bouclier du Privacy Shield, les accords entre l'Union européenne et les États-Unis, en espérant évidemment que ça les mette à l'abri de cette sanction. Donc c'est pas encore gagné le fait qu'il serait amené à devoir payer vraiment ce montant d'amende, mais évidemment c'est un montant hyper important, c'est un record en matière de RGPD, donc bon, ça avance. Vu les économies vu les économies qui sont sur les impôts, on est encore un peu. Voilà, c'est ça. Ils ont encore un petit peu de marge et puis ils ont dû provisionner, tu sais, dans leur risque annuel des montants pas aussi conséquents peut-être, mais enfin bon, sur plusieurs années ça doit pouvoir se faire. Et aussi pour dire que Meta, décidément, c'est pas la fête de leur côté. Ils auraient peut-être bien besoin d'un concurrent à Twitter, comme on le décrivait tout à l'heure, qui pourrait permettre de se relancer, parce qu'ils vont devoir, ils sont obligés de se séparer de Jiffy, qu'ils avaient racheté.
je sais plus combien, c'était quoi? C'était 400 C'est millions de dollars. 315 millions de dollars. 315 millions de dollars. Et ils sont obligés de le revendre. Je crois que c'est 50 millions de dollars. Bon, enfin bref, Exactement. ils font une moins-value catastrophique. J'ai même plus en tête qui doit racheter. C'est quoi? C'est Shutterstock, je crois, qui est amené à racheter Jiffy. Bon, moi, j'avais jamais bien compris le montant de ce rachat. Et j'ai toujours eu du mal à identifier en quoi on pouvait monétiser un tel rachat, enfin un tel service que celui de Jiffy. Oui, c'est très utilisé. Oui, il y a probablement beaucoup de gens qui cherchaient les gifs dedans. Je pense que quand même, ça pouvait être le truc, on pouvait se dire au bout de quelques années, ça pouvait être passé de mode. Et pour le coup, j'ai l'impression que quand même, c'est un petit peu passé de mode. Je sais pas si c'est aussi facilement monétisable. Bon, en tout cas, ils doivent s'en séparer. Décidément, les régulateurs, ils ont un petit peu leur mot à dire plus que jamais. On parlait de Blizzard Activision. Oui, bah alors justement, je crois que ça se manifeste sur plein d'aspects. Ouais, bah alors justement, je voulais juste rebondir sur ça pour expliciter un truc, c'est le fait que si Facebook revend, c'est parce que le rachat s'est fait bloquer et il s'est pas fait bloquer par n'importe qui, c'est bloqué par l'autorité de régulation britannique, la CMA, celle-là même qui justement a décidé de bloquer le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Donc quand les journalistes quand on dit que c'est un rachat, enfin que c'est un blocage qui est important et que c'est pas juste le Royaume-Uni et que ça a des vraies conséquences, etc. C'est pas pour rien et là. Là, on parle de Meta et alors moi je dis Giphy, mais bon, vous dites comme vous voulez, qui sont deux boîtes qui sont ni l'une ni l'autre présentes au Royaume-Uni, enfin en tout cas en termes d'employés, de force de développement, etc. Et qui pourtant subissent les conséquences d'un blocage par le Royaume-Uni au point où Meta est donc obligé, malgré les appels, etc., de revendre cette boîte avec une énorme moins-value, comme tu l'as dit. Alors que dans le cas de Microsoft et d'Activision Blizzard, là, cette fois, on a des actifs bien présents au Royaume-Uni. On a des studios. Pour les deux boîtes, ils ont des studios dans cette branche-là. C'est un énorme marché pour eux. Donc on est sur de tout autre enjeu. Alors ça veut pas dire que l'appel va forcément échouer pour Activision Blizzard et Microsoft. D'ailleurs, l'appel avait réussi pour Meta. C'est juste que une fois que tu as fait appel, le dossier repart devant la CMA et la CMA a le droit de dire qu'elle arrive à la même conclusion. Donc là, c'est ce qui s'est passé pour Meta, ce qui risque de se passer aussi pour Activision Blizzard et Microsoft, même s'ils réussissent leur appel. Donc le rachat, c'est pour ça que on dit que le rachat est très compromis et qu'on met un gros point d'interrogation dessus, même si entre-temps, il y a eu une validation de la part de la Chine et de l'Union européenne. Donc voilà, c'était pour ce contexte-là autour du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a un vrai pouvoir de blocage, même à l'échelle internationale. Et on voit la conséquence directe dans le cas de Meta. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques temps encore, je me demandais dans le cadre de rachat comme ça, qu'est-ce qui se passait s'il y en avait un qui dit non, bah quelque part c'est suffisant pour mettre suffisamment le bazar dans un processus de rachat. Alors on peut toujours imaginer des principes de couper un peu les entreprises selon les pays, etc., de racheter des parties, pas d'autres. Enfin, c'est quand même hyper compliqué dans le cadre de Blizzard Activision King. Dans Jiffy, ça en vaudrait même pas la peine, je verrais encore moins l'intérêt, mais bon, effectivement, ça souligne le pouvoir qu'a le régulateur du Royaume-Uni. Et puis évidemment, vous avez compris, il y a des enjeux politiques derrière parce que être le pays qui bloque un rachat, ça donne aussi quelque part une forme de rayonnement et de puissance et d'autorité qui va être suivie par les autres. C'est une rubrique perte qui n'a pas forcément de ligne directrice et de conducteur parfaitement 100% cohérent, mais j'ai voulu me la jouer conducteur à la Guillaume Poggiaspala et essayer de faire mes petits jeux de mots. Vous irez regarder, ils sont pas aussi bons que ceux de Guillaume, mais enfin bon, je me prête à l'exercice à ma manière. Dans les histoires de perte, on a le compte Google qui pourrait bientôt être supprimé par Google, votre compte Gmail. Alors, pas n'importe quel compte Gmail, les comptes Gmail inactifs, ça veut dire en gros, si vous n'utilisez pas votre compte Gmail pendant 2 ans, si jamais vous utilisez rien, si jamais vous n'utilisez pas Google Drive, etc., Google pourrait vous le supprimer. Alors, moi, j'avoue qu'effectivement, ce type de compte à l'échelle de 2 ans, s'il n'a pas utilisé, probablement qu'il manquera pas à beaucoup de monde. Mais évidemment, il y a plein d'exceptions qui pourraient mettre énormément de bémol à cette vision des choses. Un moyen identifié a priori pour être écarté de cette possible suppression de compte, notamment, c'est le fait d'avoir une chaîne YouTube associée. Bah oui, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de chaînes YouTube qui ont un compte Google juste pour avoir la chaîne YouTube et qui doivent pas utiliser ni Drive, ni le mail, ni etc. Donc peut-être que vous pourriez protéger votre compte Google durablement en créant votre chaîne YouTube. Qui sait, ça va peut-être créer des vocations. Ouais, surtout, je pense qu'il y a un pan entier de YouTube, du vieux YouTube,
dont les vidéos sont toujours en ligne et dont les comptes ont soit été perdus, soit la personne derrière aussi a disparu, ou enfin tout ce genre de choses. C'est clair. Et il faut absolument enfin c'est une question de pérennité de l'histoire d'Internet et de l'histoire humaine, de faire en sorte que les vidéos, si possible, restent le maximum de temps sur la plateforme. Donc évidemment c'était important. Bien sûr. Bon après voilà, sur la question du compte, c'est marrant parce que eux, alors ils invoquent une question de sécurité vis-à-vis du fait que si un compte est resté inactif pendant longtemps, en fait, il y a des chances que ce soit un vieux compte, et les vieux comptes, il y a des chances qu'ils aient des vieux mots de passe et qu'ils aient pas la double authentification activée, et donc qu'ils soient facilement compromis. Et en plus, si t'as pas l'habitude de t'y connecter, bah il y a des chances qu'ils deviennent compromis et que personne s'en rende compte, quoi. Donc ça pose des questions de sécurité. Moi, j'ai un peu l'impression, je ne sais pas si tu partages mon avis, que en ce moment on est un peu dans une récession, surtout du côté de la tech, et que quand ils ne licencient pas des milliers d'emplois, Google et les autres boîtes en ce moment aiment bien essayer quand même de réduire la voilure. Et donc la période de on stocke gratuitement des milliers d'emails, de photos et de fichiers sans trop se poser de questions, c'est un peu fini la récré. Et on va du coup supprimer en masse des données qui ne servaient pas à grand chose et qui n'étaient pas forcément très rémunérables. Ou monétisable, et donc on va faire des économies d'échelle comme ça. Ça me fait, enfin j'ai l'impression que vraiment il y a pas mal de boîtes qui en ce moment mettent en place des trucs où suppriment des projets un peu, ça donnait à des petits projets sur le côté, et finalement voilà, on revient à quelque chose de plus essentiel et on arrête les dépenses inutiles, quoi. J'y ai bien pensé, j'imagine bien les équipes chez Google, tu sais, qui ont un tableau à 2 entrées, c'est complexité et puis ce que ça rapporte. On leur a demandé, tu sais, un plan d'action type Quick Win pour effectivement sortir la tête de l'eau dans un cadre de récession dans le monde, notamment de la tech, et forcément. Et puis il y a probablement quelques équipes qui ont dit, regardez, on a évalué le nombre de comptes inactifs, si on les supprimait, il y en a tant, et on économiserait tant en stockage, etc., pour finalement un investissement assez faible. Qu'est-ce que vous en dites? Banco, allez-y. Mais par contre, vous gardez les chaînes YouTube, hein, vous n'allez pas mettre de bazar. Oui, pas de souci. Je rejoins ton avis. Pendant qu'on parle de vidéo, et ça c'est plus récent au moment où on enregistre cet épisode, c'est tombé un petit peu vite, c'est le coût que va représenter, alors en tout cas aux États-Unis dans un premier temps, j'imagine que les coûts vont être peut-être adaptés dans les différents pays, mais pour intégrer des comptes supplémentaires pour votre compte Netflix. Donc vous le savez, hein, Netflix pendant des années a été hyper permissif, voire a été même dans ses communications jusqu'à encourager le fait que vous partagiez votre compte Netflix avec votre famille distante et pas forcément au sein de votre foyer. C'était une espèce de jeu un peu tacite entre Netflix et ses utilisateurs. Et évidemment, même sujet que ce que tu évoques, Cassim, des contextes financiers peut-être plus compliqués qui les amènent à identifier les connexions qui sortent du foyer, même géographique et familial, et du coup de facturer des comptes supplémentaires. Alors ça va dépendre, ça c'était quelque chose qui manquait un petit peu, ça va dépendre de l'abonnement qu'on a, mais grosso modo, le prix il est de 7,99 € par compte supplémentaire. Donc si vous avez le 5,99 €. 5,99 €, je le voyais en dollars, donc je le voyais effectivement en dollars. En France, mais, c'est 5,99 €. Mais effectivement, 5,99 € par compte supplémentaire, ce qui finalement est pas si cher que ça par rapport à un compte à part entière qui pourrait être créé, mais ce qui évidemment est beaucoup plus cher que du 0 € tel que ça l'était présenté avant. Bon, moi effectivement, on est tous embêtés quand on est dans cette situation. En même temps, moi, je trouve pas ça si déconnant que ça, le fait de devoir jouer le jeu tel qu'il est indiqué au départ. C'est pas parce qu'ils ont été hyper permissifs pendant longtemps qu'ils peuvent pas se donner le droit de rentabiliser au mieux les choses. Mais bon, je crois que je suis assez isolé dans cette position. Ouais, alors moi, en fait, philosophiquement, en gros, je comprends ce que tu dis et je suis assez d'accord avec toi d'une manière générale. Sur le cas précis de Netflix, en fait, il se trouve que c'est déjà l'abonnement le plus cher, mais de loin, dans la SVOD. Que en termes de qualité de catalogue, c'est pas forcément celui qui arrive à se défendre le mieux en ce moment. C'est vrai. Et que il y a un moment où les courbes se croisent un peu. Et en plus, je me demande en termes de, alors j'imagine qu'ils ont très bien fait leurs calculs, que c'est des gens très intelligents. Mais il se trouve que je vois autour de moi des cas comme le mien, qui sont des cas où moi je paye Netflix tous les mois et je ne paye pas, mais je ne paye pas Netflix pour moi. Je paye Netflix parce que des gens de ma famille sont sur mon compte Netflix, et j'ai des profils. Il est hors de question que je me mette à payer 6 € de plus par mois par compte supplémentaire
Sachant que moi-même je ne regarde pas Netflix, donc ça va être, je vais casser ma famille, je vais casser mon foyer. Mais du coup en fait, ce qui risque de se passer, c'est alors peut-être que du coup les membres indépendants de ma famille vont peut-être souscrire à des abonnements et du coup Netflix sera gagnant. Mais il y a aussi une chance pour que personne ne le fasse et que moi j'arrête mon abonnement et qu'en fait juste Netflix ils aient perdu un abonné quoi. Donc voire plusieurs du coup si voilà. personne ne reprend d'abonnement. Donc je sais pas, voilà, j'imagine ils ont très bien fait leurs calculs, mais moi j'avoue que du coup moi je comprends ce que tu racontes en termes de business, ce que tu racontes je trouve est logique et effectivement ils ont le droit de changer leurs conditions à un moment et de faire évoluer leurs trucs etc. Mais moi à titre personnel du coup je m'y retrouve plus du tout. Déjà je m'y retrouvais pas vraiment sur leur abonnement, là je m'y retrouve encore moins quoi. Ouais. Ça va formaliser le fait qu'on se posait peut-être parfois la question. En fait, mon point, c'est de dire que c'est difficile de leur en vouloir. On peut être déçu et on peut se dire, quitte à mettre ça en place, autant plus du tout être abonné. Mais là où je suis beaucoup plus déçu, et je dis ça parce que tu as passé rapidement la news, mais du coup je reviens dessus. C'est sur le fait que YouTube puisse mettre des pubs qui vont jusqu'à 30 secondes sur télévision, sur le téléviseur. Oui. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un peu... là encore, je peux comprendre que YouTube, ça coûte de l'argent et que sur téléviseur, les gens puissent être peut-être davantage habitués à regarder de la pub. Mais il se trouve que moi, c'est pas le cas. En tout cas, si j'ai quitté le fait de regarder la télévision, c'est bien notamment pour ne plus avoir à me taper des pubs obligatoires en fait à regarder. Oui. Et là les 30 secondes de alors j'ai la chance d'être abonné à YouTube Premium donc ça ne me concernera pas. Mais moi ce serait impossible je pense que je ne pourrais plus consulter YouTube sur mon téléviseur s'il me forçait vraiment à regarder. En fait, je le sais parce que même sur PC où ça ne dure pas 30 secondes, dès que je ne suis pas connecté à mon compte et qu'on me met une vidéo et qu'il faut que j'attende, en fait, je quitte la vidéo. Je supporte vraiment pas ça. J'arrive pas, voilà, je supporte pas. Et donc là, leur passage, enfin l'idée pour résumer, j'ai peut-être dit un peu trop rapidement, mais donc Google, d'un premier temps aux États-Unis, mais après dans le monde entier, va faire en sorte que quand vous regardez YouTube sur votre téléviseur, ils vont diffuser pour chaque vidéo, il y aura 30 secondes de publicité avant la vidéo et ces 30 secondes de publicité impossible à passer. Il y a pas, vous pouvez pas. Et en plus de ça, d'ailleurs, ils nous aident, nous annonceurs, pour notre grande créativité. Enfin, nous annonceurs, quand je dis nous, les entreprises en tant qu'annonceurs, pour faire preuve de créativité, puisqu'ils vont mettre aussi à disposition les espaces publicitaires quand on met sur pause une vidéo. Donc il y en aura vraiment partout. Mais je te rejoins complètement. Et effectivement, j'avais zappé cette news-là que j'avais moi-même mis dans le conducteur. Et pourtant, effectivement, ça me ripile autant que toi. Alors moi aussi, je me suis abonné à YouTube Premium, ce qui est probablement la pire décision d'une vie parce que du coup, c'est impossible de revenir en arrière. Ouais, tu t'enfermes. C'est vraiment le pire. Autant Netflix, tu vois, je pense que pour des raisons de coût et de temps passé, tu peux raisonnablement te dire, bon, allez, tant pis, pendant quelques temps, je regarderai moins de séries chez Netflix. Je peux trouver, de toute façon, j'ai déjà pas le temps de voir tout ce que je veux. Ok, je vais l'arbitrer. Mais YouTube, on est tellement exposé à des vidéos YouTube toute la journée dans notre quotidien, c'est insupportable. Moi-même qui suis abonné, quand il m'est arrivé de lancer dernièrement l'appli YouTube de la télé où il n'y avait pas mon compte de connecté parce que je veux pas que les enfants accèdent à YouTube sans que je contrôle un peu plus les choses, tu te dis non mais des pubs en permanence telles qu'il y en a aujourd'hui, c'est insupportable. Donc oui, je te rejoins. Je vais enchaîner, Cassim, plein de petites choses autour de ChatGPT et de Microsoft pour faire écho à ce qu'on disait en intro, mais aussi pour donner un petit peu le pouls de ce qui se passe durant cette semaine. Évolution du côté de ChatGPT qui va s'appuyer sur Bing, décidément c'est les meilleurs copains du monde plus que jamais, et qui va pouvoir surfer sur le web donc en temps réel pour avoir des informations hyper récentes, pas forcément récentes de quelques jours, mais y compris sur le temps réel. Donc ce sera les abonnés à ChatGPT plus qui vont pouvoir en bénéficier dans une fonctionnalité bêta. Il y a une application aussi qui arrive aux États-Unis qui a le bon goût de se synchroniser avec l'interface web. Spontanément, ça me paraît tellement évident aujourd'hui d'avoir ce type de fonctionnalité de synchronisation que c'est assez dingue de devoir insister dessus. Mais oui, ils auraient pu peut-être pas bien faire les choses. Le côté Microsoft d'OpenAI aurait pu ressortir. Mais en tout cas, donc synchro au travers de l'appli mobile et de l'interface web. Très bien là-dessus. Et on a des réactions au niveau de ChatGPT
GPT qui sont parfois un peu lunaires, je dois dire. Et j'arrive à me demander dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'artifice de communication, pas sponsorisé, mais de relations presse mal amenées, avec des équipes de chercheurs qui en arriveraient à identifier le dernier modèle d'OpenAI, donc GPT-4, comme étant une avancée majeure vers l'intelligence artificielle généraliste, donc une intelligence artificielle qui serait aussi capable, aussi intelligente que le cerveau humain. On sait toutes les réserves qu'on a pu livrer dans les derniers épisodes de Tech Café à ce sujet. Mais donc il y a cette remontée là, et il y a également une prise de parole de Bill Gates qui est plus récente, qui est encore plus accentuée et qui dit à quel point le marché de la recherche va être bouleversé et pourrait être complètement effacé par l'arrivée des intelligences artificielles. Évidemment, il y a aussi tout intérêt pour Bill Gates avec son héritage de Microsoft à souligner à quel point il y a un avenir derrière ce type d'outils. Et pourtant, alors, il y a deux petites choses qu'on peut souligner. Notamment, je suis tombé sur un article qui montrait, et je l'avais pas du tout en tête, Cassim, je sais pas si tu étais au courant, si tu l'avais oublié ou si tu le savais, mais je l'ai un peu redécouvert au travers de cet article, c'est que les intelligences artificielles, alors on n'est pas dans les intelligences artificielles génératives, mais celles qui reconnaissent les images, sont encore parfaitement perfectible, et notamment il y a un animal qu'on peut pas retrouver dans les banques d'images et qu'on peut pas rechercher au travers de mots-clés dans Google Photos ou même dans les banques d'images d'Apple, c'est les gorilles, évidemment pour les biais de réutilisation raciste que ça peut représenter. Il y a en gros tellement de dommages à faire remonter une photo d'une personne, notamment de couleur, comme étant celle d'un gorille. C'est un sujet qui est parfaitement maltraité, qui a parfaitement été maltraité par les équipes qui développaient les intelligences artificielles, qui s'est largement amélioré. Pour autant, ça reste un sujet bloqué. C'est une fonctionnalité qui n'est toujours pas mise à disposition parce qu'il y a tellement de risques à exposer le fait que ne serait-ce qu'une photo puisse montrer un humain avec une peau de couleur qui soit identifiée comme un gorille par une intelligence artificielle, ils préfèrent encore aujourd'hui verrouiller ce sujet. Donc c'était rigolo, je retombais sur cet article qui montrait à quel point il y a des avancées majeures dans la génération de contenu avec les intelligences artificielles, mais au niveau de la reconnaissance sur lesquelles c'était encore parfaitement faillible. Et puis un dernier truc qu'on peut brancher derrière cette rubrique intelligence artificielle, c'est les propos de Bruno Le Maire, alors qui ont fait l'objet de beaucoup de critiques et de sarcasme, et là aussi on en parlait avec Patrick Béja dans le Rendez-vous Tech, c'est peut-être tordre l'actualité que de prendre cet aspect-là des choses et le critiquer, mais effectivement Bruno Le Maire dit il veut des signalements systématiques quand il y a une image générée par ChatGPT. Alors oui, forcément on peut tous rigoler parce que ChatGPT ne génère pas d'image, et on peut imaginer qu'il y a un peu de confusion dans les termes et même dans l'image qu'il peut avoir à l'esprit de Bruno Le Maire ou des politiques derrière ces outils-là. Mais enfin, la proposition politique, c'est de dire qu'on doit mieux identifier les contenus qui sont générés par des intelligences artificielles. Derrière la blague, c'est ce qu'il faut évidemment retenir. Et on peut garder d'ailleurs en tête une fonctionnalité qui a été présentée par Google dans le cadre de la Google I.O., sur laquelle on s'était pas forcément beaucoup attardé, mais qui vise à donner plus de contexte sur chacune des images qui sont identifiés dans Google Images, mais également de manière générale par les outils en ligne. L'idée de Google, c'est de dire il faut mieux qu'on identifie les images générées par intelligence artificielle, mieux qu'on donne du contexte sur les images qui sont mises en avant, et idéalement commencer à identifier une espèce de norme pour mieux baliser les images, pour que l'ensemble de l'industrie, et en particulier l'industrie qui génère des images par intelligence artificielle, intègre ces balises-là pour qu'on puisse mieux les reconnaître. On peut conclure avec l'usage, comme je disais tout à l'heure, de la part d'Apple pour l'accessibilité. Là, c'est l'habitude qu'a pris Apple maintenant ces dernières années de présenter des fonctionnalités autour de l'accessibilité en amont de la WWDC, peut-être pour lui donner plus de lumière, peut-être aussi pour mieux rendre lisibles les annonces autour de la WWDC. C'est une décision de communicant, mais il y a quand même quelque chose d'assez chouette, c'est la voix personnelle. On va pouvoir, avec un iPad ou un iPhone, se parler
parler pendant 15 minutes. J'imagine que c'est d'autant plus valable quand on n'a pas des heures d'enregistrement avec sa voix pour les journalistes ou les podcasteurs, et de faire en sorte que une intelligence artificielle puisse créer de la voix sur la base de texte qu'on lui demandera en instruction. Donc ça, c'est une utilisation qui paraît plutôt intelligente de la part d'Apple sur ces intelligences artificielles. Et évidemment, il y a aussi Google qui a des propositions là-dessus avec de l'intelligence artificielle qui permet de mieux identifier ce qu'il y a dans une image, là aussi à des vocations d'accessibilité. J'y vais un petit peu en mode mitraillette, oui. Cassim, parce qu'il y a d'une part beaucoup de choses qui sont dans la continuité de ce qu'on dit habituellement semaine après semaine, et puis ça nécessite pas forcément qu'on s'attarde sur chacun de ces sujets, on y passerait beaucoup trop de temps, mais tu as quand même la liberté, si tu le souhaites, de réagir. Allez, je t'interdis de réagir à tout, mais au moins à quelques éléments. Je vais pas réagir à tout, je vais réagir rapidement sur 2 points. Le premier, on va dire, sur les capacités de l'IA à se rapprocher, l'IA générative à se rapprocher on va dire, d'une vraie IA ou du cerveau humain et tout ce qu'on veut mettre de là-dedans. En fait, c'est marrant parce que autant je suis un grand croyant dans l'IA générative et ce qu'elle est en train d'apporter comme révolution sur le monde, beaucoup plus que moi j'ai jamais cru au métavers ni au NFT, mais du coup là pour une fois il y a enfin un truc qu'on essaye de nous vendre auquel je crois un peu plus et je vois les usages concrets, donc je trouve qu'il y a quand même quelque chose de beaucoup plus sensible. En fait on se rend compte que tous les modèles d'IA globalement ont des problèmes assez évidents. Et certes, alors c'est notamment impressionnant sur Midjourney comment avec chaque itération du modèle ils arrivent effectivement à se rapprocher de plus en plus de quelque chose de très fort. Très réaliste, qu'on peut vraiment lui faire un peu ce qu'on veut et qui fait moins d'aberrations. Autant sur la génération de textes, et notamment de ChatGPT, pour l'instant on n'y est pas et on peut encore facilement la mettre en déroute. Et j'ai peur que, en fait, en l'état, l'IA générative arrive à gérer pas mal de choses. Et des fois, j'aimerais bien peut-être qu'on se canalise un petit peu sur ce qu'elle sait faire, plutôt que d'imaginer ce qu'elle pourrait faire à l'avenir. C'est-à-dire que le côté tel qu'on l'a, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que tel qu'on l'a actuellement. Tu voudrais un moratoire de 6 mois dans le développement de l'intelligence artificielle? Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que tel qu'on l'a actuellement, l'IA générative, elle est déjà capable de faire un certain nombre de choses, mais je suis pas sûr que ça se trouve, en fait, tout ça est basé sur une philosophie de développement actuellement qui est le large modèle de langage. Mais peut-être que c'est de la génération par chance, par statistique. Et en fait, peut-être que cette philosophie-là va dans le mur et en fait, finalement, va atteindre un moment où en fait, non, on sera jamais capable de vraiment répondre de façon pertinente à une question sans avoir besoin de revérifier derrière, sans avoir besoin de corriger l'IA, etc. Donc, moi, je me méfie un peu des limites de l'IA et j'ai l'impression qu'on est tous en train de sauter dedans en se disant que que la courbe va croître jusqu'au ciel et que si un jour on aura la meilleure IA possible. Ça se trouve non, voilà, tel que le modèle actuel il est déjà très puissant, mais peut-être qu'il a une certaine limite aussi d'évolution. Et donc je me méfie un peu de ça. C'est ce que je voulais dire. Je sais pas si j'étais très clair, mais ce que je comprends dans ce que tu exprimes, c'est que il y a des progrès dans l'intelligence artificielle, notamment générative, qui marchent remarquablement bien, mais que on va peut-être arriver à un plafond de verre dans l'innovation du truc, qui fait que on va sans doute se retrouver avec des solutions qui seraient trop imparfaite, pas dans le sens négatif, mais dans le sens loin encore de la perfection, pour continuer à l'utiliser au quotidien. C'est ça? C'est ce que tu cherches? C'est ça, c'est que globalement, on a, va peut-être falloir se rendre compte que la génération de texte, pour générer un univers de JDR, pour t'aider à écrire un roman, ça peut être très pratique. Mais peut-être que l'IA n'arrivera jamais à t'expliquer, précisément te trouver le bon texte de loi sans se planter, sortant le texte de loi d'à côté, parce que en fait statistiquement elle pensait vraiment que c'était potentiellement cette bonne réponse là, alors qu'en fait non, elle se plante complètement ou voilà. Et donc j'ai un peu peur qu'il y ait quand même des limites et que les gens s'imaginent un petit peu trop que c'est parce que les dernières évolutions de GPT ou de Midjourney étaient impressionnantes
que chaque itération aura la même évolution, quoi. Voilà. Mais ouais, c'est l'inertie de l'innovation dans laquelle on se projette et on se dit à ce rythme-là, si ça continue dans quelques années, on sera tous remplacés par des intelligences artificielles Voilà. et à front papa maman, on pourra pas différencier la réalité. Alors qu'en fait, dans la courbe de l'innovation de l'intelligence artificielle, il y a indubitablement une évolution assez incroyable qui a eu lieu en quelques mois seulement, mais ça veut pas dire que ça va continuer et peut-être qu'on va se heurter à des limites, quoi. Et je voulais rapidement dire sur Bruno Le Maire que Oui. Ça prouve mon point de début d'épisode sur le fait que c'est devenu que ChatGPT en fait regroupe dans le langage courant tout ce qui est IA générative. Grave. On s'en fiche que ChatGPT ils servent pas à faire de l'image. ChatGPT ça représente l'IA en fait. C'est un synonyme d'IA maintenant. Et d'ailleurs même IA on s'en sert pour remplacer le terme de IA générative. Tout ça est mélangé désormais dans le langage commun et comme tu le disais, il y a d'autres formes d'IA notamment pour la reconnaissance d'image. Et en fait, finalement, ces marchés-là n'intéressent plus grand monde actuellement, ou en tout cas, on les laisse un peu de côté, quoi. Ouais, c'est sûr. Je pense que le plus gros défaut du terme ChatGPT pour remplacer de manière efficace l'intelligence artificielle dans les discussions de comptoir et du quotidien, c'est le fait que c'est un peu long et pas très élégant à dire, ChatGPT. Mais ce serait un mot beaucoup plus court, style des myriages. Mais bon, ça marche que pour les images générées par intelligence artificielle, les myriages. Mais un mot pourrait très très bien être ajouté Bing. au dictionnaire dès l'an prochain. Bien sûr, on aurait dû y penser. Ou un copilot. Non, Bing, oui, Bing, ça marche bien. T'as raison. Cool. Il y a aussi un sujet qui a pas mal buzzé autour de la génération d'images, c'est celui du Pentagone où il y aurait un incendie qui aurait été identifié, ça a été relayé sur les réseaux sociaux. C'est aussi une manière de pointer du doigt le fait que les badges bleus sont beaucoup trop communément répandus et qu'il y a des comptes qui ont beaucoup de followers et ce badge bleu qui relaie ce type d'image et qui ont eu une portée incroyable là pendant quelques minutes ces derniers jours, qui ont même réussi à faire perdre quelques points sur certains indicateurs boursiers aux États-Unis pendant quelques minutes. Donc ça montre évidemment le poids de la désinformation, mais ça c'est évidemment pas nouveau. Et ça se conjugue en plus à l'environnement toxique et peu authentique que devient Twitter. Donc c'était vraiment le pire des deux mondes qui s'associait avec cette tendance. On va commencer à conclure, Cassim, avec des petits sujets autour du permis de conduire et de la carte nationale d'identité dématérialisée qui commence à arriver. Finalement, il y a pas énormément de choses à en dire d'un point de vue fonctionnel. Ça va fonctionner comme on peut s'imaginer que ça pourrait fonctionner dans un monde à peu près idéal. Avec, pourquoi pas, on peut y entreapercevoir aussi l'opportunité de trouver une méthode pour certifier de la majorité d'un utilisateur sur Internet pour accéder à des sites, notamment par exemple des sites pornographiques. Ça, on sait que c'est une attente législative qui est forte, notamment en France, et qu'il n'y a pas de solution idéale. Et peut-être que ce type de moyens d'authentification pourrait être à terme une solution pour arriver à trouver quelque chose d'approprié. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'engueulade qui a eu lieu sur Twitter en live entre la SNCF et France Identité qui porte le projet de la carte nationale d'identité dématérialisée, avec la SNCF qui dit que non, en dehors d'une carte d'identité en bon carton plastique, comme on s'attend à l'avoir, rien ne vaut un justificatif d'identité pour un titre de transport, rien du tout. Et de l'autre côté, France Identité qui disent ouais mais si, en fait, si on vous explique qu'on est en train quand même de mettre ça en place et ce serait bien de le prendre en compte. Et la SNCF qui dit non, il n'y a qu'à regarder nos conditions générales d'utilisation. Bon, derrière le fait que c'est une bête histoire de community management qui est sans doute pas adaptée par rapport à la réalité de ce qui se passe sur le terrain et de la législation, ça montre aussi à quel point nous, en tant que société, on a du mal à s'adapter à des évolutions aussi fortes que celles de digitaliser, de dématérialiser des titres aussi importants que ceux du permis de conduire. Ça aiderait si France Identité avait un macaron de certification comme c'est un compte du gouvernement. S'ils avaient payé leur badge bleu. Peut-être que ça aiderait. Oui. Par ailleurs, pour donner un autre exemple qui va dans ton sens, il y a le fait que personne n'est au courant ou peu de monde est au courant, mais la carte d'identité en France a une durée de validité qui a été étendue, mais du coup qui va au-delà de ce qui est écrit physiquement sur ta carte. Et ça, il y a beaucoup d'intermédiaires, notamment privés, qui ne comprennent pas quand tu leur dis que ta carte, elle n'est pas périmée, elle est toujours valable.
et ils te disent bah non regarde la date, on voit bien que c'est périmé. Et quand tu expliques ça et du coup enfin quand tu demandes de changer de carte d'identité et qu'on te dit du coup bah non ta carte d'identité elle est pas périmée, tu n'as pas le droit de changer de carte d'identité encore, ça devient un peu ubuesque. Voilà. C'est effectivement les affres de l'administratif et de l'authenticité, de l'identité, de l'authentification de ces titres d'identité. Mais très bien, par contre, très bien l'idée d'une carte, enfin qu'on soit aussi là on plaisante et on se moque un petit peu, mais en réalité je trouve qu'on est assez à l'avant-front en termes de dématérialisation de nos démarches administratives, tout ce qui est le site d'ImpôtGouv, tout ce qui est démarche en ligne pour justement demander un nouveau passeport, une nouvelle carte d'identité, et la capacité là du permis de conduire ou de la carte d'identité demain à être directement intégrée à ton smartphone. Je trouve que pour le coup, on est plutôt dans l'air du temps et qu'on n'est pas trop en retard et que je trouve qu'on peut saluer un peu l'État sur ça. Sur ces choses-là, oui. Et ce qui est assez dingue, c'est que par exemple, un truc aussi simple que le parcours de déclaration des impôts, qui reste une usine à gaz absolument dingue. Je voyais l'autre jour un post LinkedIn. Alors forcément, il va dans son sens. C'est une boîte de développement, c'est une agence qui aide autour des interfaces utilisateurs et des expériences utilisateurs en ligne. Et donc, il pointait du doigt. Tu vois, il citait Emmanuel Macron dans son post LinkedIn en disant mais comment ça se fait qu'on a encore une expérience avec les formulaires, les déclarations d'impôts qui soient aussi ubuesques. Et je reconnais que en plus c'est la période quand tu te retrouves à devoir déclarer tes revenus, non pas déclarer tes impôts, déclarer tes revenus sur le site impôts.gouv.fr, c'est quand même aberrant. Mais t'as raison, c'est un très bon point quand même de souligner les efforts qui sont faits en matière de digitalisation des titres. Et quelque part, c'est sans doute plus dur de numériser, de rendre numérique des permis de conduire et des cartes d'identité que de refondre le formulaire de déclaration de revenus pour les impôts. Ils ont choisi la difficulté. Un petit mot aussi pendant qu'on parle de trucs un peu légaux et de l'État, c'est le Montana qui bannit TikTok. Alors il y a des choses encore qui doivent faire l'objet de discussions sur le plan juridique, mais enfin l'annonce a été faite de bannir TikTok. Alors c'est pas encore bien ce que ça va vouloir dire. Est-ce que par exemple il va falloir faire en sorte de le retirer sur les smartphones dans le Montana? Est-ce qu'on est coupable si jamais on avait déjà installé TikTok et qu'il n'a pas été retiré sur le smartphone? Est-ce que les Play Store et autres App Store vont malgré tout permettre, si ce n'est le téléchargement de TikTok dans le Montana, autoriser les mises à jour, notamment les mises à jour de sécurité? Bref, dans la mise en application, c'est loin d'être simple. Et puis évidemment, on peut que penser aux solutions de type VPN qu'on peut facilement dégainer sans doute pour résoudre ce type de problème. Enfin bon, voilà, il y a en tout cas ce bannissement de TikTok dans le Montana. Donc il n'y a pas forcément un avenir radieux sur le plan des régulateurs américains pour TikTok. On sait que ça pourrait suivre aussi ailleurs. Et il y a plein de boîtes d'ailleurs en Europe qui commencent à pointer du doigt le fait que les employés ne doivent pas avoir TikTok d'installer sur leurs appareils pro. Donc bon, mauvaise météo. Et à l'inverse, ce qui achève de souligner la polarisation de la technologie dans le monde, c'est la Chine qui bannit Micron, je le disais brièvement en intro, qui est un fondeur, Micron Technology, un fabricant américain de processeurs, qui est, pointé du doigt pour une faible confiance sur le plan de la sécurité en Chine. Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus rare le fait que la Chine bannisse comme ça et fasse les mêmes actions que les États-Unis vis-à-vis d'entreprises de l'autre pays dans son territoire, mais en tout cas ça m'a l'air d'être assez fort. Donc il y a 30, c'est pas un énorme marché là-bas, mais malgré tout c'est quand même suffisamment important pour que ce soit significatif et que ce soit souligné. C'est une ligne de plus dans le chapitre qu'on écrit sur la guerre que se mènent la Chine et les États-Unis, Cassim, dans le monde de la tech. Ouais, c'est clair. Sur le fait que la Chine puisse interdire d'autres marques, j'ai pas d'exemple en tête d'interdiction de marques en Chine. En revanche, la Chine a tendance à être très protecteur de son marché. Je pense notamment aux jeux vidéo. Ils font l'inverse. Où pendant longtemps, c'est très récent que les consoles de jeux, je dirais occidentales, mais il y en a 2 sur 3 qui sont japonaises, puissent être vendues en Chine. C'est assez récent. Et même encore aujourd'hui, tu es obligé de passer, pour sortir un jeu vidéo en Chine, tu es obligé de passer par un éditeur local. C'est pour ça que Tencent est par exemple éditeur de Fortnite en Chine de mémoire, ou que NetEase pendant longtemps était éditeur de des jeux Blizzard, même si le contrat a été rompu. C'est ça.
Mais voilà, on était obligé de passer par un prestataire chinois. Donc alors c'est pas qu'ils ont banni par exemple les jeux Blizzard, mais tu vois que voilà, il y a des blocages à l'entrée, quoi. Sans le soutien de la Chine officielle, il y a effectivement des impossibilités de distribuer, quoi. Ouais. On termine, Cassim, avec un petit sujet, alors que tu as traité en plus sur Frandroid, donc tu vas pouvoir mieux le relayer sans doute que moi. Je vais probablement être amené à dire trop d'approximations, mais grosso modo, on a une architecture qui est portée par Intel depuis très longtemps maintenant, qui est le x86, qui continue aujourd'hui à intégrer des jeux d'instruction en 32 bits, même si aujourd'hui, une grosse part de ce qui se passe dans l'informatique est en 64 bits. Et il y a une étape qui va être franchie par Intel, d'adopter donc une nouvelle architecture qui va s'appeler x86S. Alors derrière la nomenclature qui est pas très sexy, en gros, ce sera du 64 bits uniquement, donc plus de rétrocompatibilité pour les instructions 32 bits. Et du coup, le principal perdant de cette histoire, et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle je mettais ça dans la rubrique jeux vidéo de mon côté, mais que potentiellement, et c'est ce que tu écrivais dans l'article que tu as mis sur donc frandroid.com, que vous retrouverez dans les notes de l'épisode, c'est que ça pourrait mettre potentiellement à mal une partie du rétro gaming, Cassim. Oui, tout à fait, parce que du coup, du point de vue d'Intel et du point de vue du hardware, ça a beaucoup de sens d'abandonner 32 bits, comme tu dis, c'est de moins en moins utilisé. Windows aujourd'hui n'est commercialisé qu'en version 64 bits, et dans l'univers mobile, au-delà de Intel, on est déjà très largement passé aux 64 bits, que ce soit chez Apple ou chez Android, et on a depuis longtemps abandonné le 32 bits, donc ça a beaucoup de sens pour Intel de commencer ce travail-là. En plus là, c'est qu'un travail d'exploration pour l'instant, on n'est pas encore totalement à l'abandon, mais par contre c'est la première fois qu'il l'évoque, et c'est quand même une architecture qui date de 1978, donc on comprend que c'est quand même pas un pas qui se fait simplement, quoi, on va dire. Mais là où ça pose un problème pour le jeu vidéo, c'est que tout ce qui est du rétro gaming, autant tous les applicatifs modernes, tous les OS modernes et tout ça sont tous déjà compatibles 64 bits, autant il y a encore plein de jeux, je pense, de l'époque de Windows XP, tous les jeux un peu DirectX 9, DirectX 8 ou avant, qui peuvent être des jeux en 32 bits. Et en fait, le fait de supprimer ce morceau de l'architecture, ça va permettre à Intel d'économiser des transistors et de faire des processeurs plus performants que en 64 bits. Mais du coup, logiciellement, pour pouvoir continuer à faire tourner des logiciels 32 bits, ça devrait être encore possible par de l'émulation, comme aujourd'hui on est capable de faire de l'émulation du 16 bits, par exemple, sur un Windows moderne, c'est toujours possible. Donc logiciellement, tu peux en être capable. Mais comme on parle de jeu vidéo, c'est une applicatif assez lourd qui demande, dont la virtualisation est pas forcément évidente. Ça peut se faire, mais c'est pas forcément évident. Et donc, pour peu que ton jeu soit un peu gourmand, il y a des questions en tout cas qui se posera sur la pérennité de certains jeux. Et je pense qu'il y a une vraie question sur ce pan du PC. Pour ce qui est des applications professionnelles, je pense que la plupart des entreprises sont déjà passées au 64 bits, et que si elles le sont pas encore, Intel va mettre en place les avertissements qui vous convient pour que petit à petit les derniers logiciels qui n'avaient pas encore été mis à jour le soient. Quand on parle de monde professionnel, je pense qu'il y a plus de légitimité à les forcer à un peu accélérer sur cette transition-là. C'est plus sur le jeu vidéo où ça me pose question. Voilà. Ouais, et puis c'est pas soudain, hein, c'est pas demain, 24 mai 2023, que subitement les processeurs vont plus accepter. Ce sera les futurs processeurs qui auront cette architecture, qui auront cette particularité. Donc il faudra le prendre en compte sur le long terme. Mais c'est historique, effectivement, parce que c'est une architecture qui date c'est de quelle année? Les années 4. Je l'ai dit, j'ai déjà oublié. C'était 60. Elle date de 78. Voilà, 78. Merci. Merci beaucoup, Cassim, d'avoir joué le jeu, de remplacer Guillaume Poggiaspala à ta manière, et d'être toujours présent pour les podcasts tech, en particulier pour Tech Café. Ça fait toujours très plaisir de t'entendre et de pouvoir profiter de tes connaissances, de ton regard et de ton travail. On va pouvoir tout simplement rappeler aux internautes où on peut nous retrouver, et je pense que le plus simple, c'est que tu puisses prendre le temps d'expliquer où on peut te retrouver, même si les gens ont déjà une petite idée, je pense. Eh bien, on peut encore me retrouver, tant qu'Instagram n'a pas lancé son service, on peut encore me retrouver sur Twitter, @notcassim, NOTCA2SIM. Et sinon, on peut retrouver mon travail sur frandroid.com. Voilà.
Merci beaucoup Cassim, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr ou partout, quand vous tapez Guillaume Vendée, normalement il y a ma petite trogne qui remonte, vous devrez me reconnaître assez facilement je pense. C'est un immense plaisir de savoir que vous écoutez Tech Café et que vous profitez de la veille qu'on vous met à disposition dans un ton qu'on espère le plus agréable possible à entendre et on est ravis que vous puissiez en profiter durablement. Si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, je vous le rappelle, rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour nous accompagner durablement et profiter du flux du podcast sans la pub. Je vous invite bien entendu à vous abonner à Tech Café si c'est pas déjà le cas, si jamais vous écoutez pour la première fois un épisode de Tech Café, on ne sait jamais. Surtout qu'il y a un super épisode qui arrive dans quelques jours où on va parler d'open data. C'est un sujet que je pensais connaître et qu'en fait je connaissais très très mal, qui a des enjeux hyper intéressants qu'on pourrait d'ailleurs rapprocher et avec lequel on pourrait faire des parallèles sur l'open source, sur les développements open source. Mais c'est assez large et il y a des choix de société à faire avec l'open data. Donc évidemment, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous et ne manquez pas le prochain épisode de Tech Café. En attendant, on vous souhaite une excellente continuation et on vous dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao.